ce dimanche, on disputait un match particulier en Argentine. C'est pour Vince, qui est présent dans le chat. On disputait évidemment le Super Classico entre River et Boca. Je ne vais pas revenir sur le match. Je vais quand même juste rappeler que Boca a perdu. Mais justement, c'est intéressant parce que, enfin, ce qui est intéressant, c'est que ce match va me servir de point de départ pour le dossier. Parce que forcément, on n'est qu'au mois d'avril. Et forcément, ça commence à chauffer très fort pour Fernando Gago, qui a été donc battu par River. Je vais vous montrer un exemple d'articles qui sont sortis, qui est sorti assez rapidement dans les heures qui ont suivi le Super Classico. Voilà, je vous le traduis, rapidement. Ça parle juste du futur de Fernando Gago à Boca après la défaite, pardon, dans le Super Classico. Montre les tweets de Boca Junior FR, ça résume bien. Ah, je peux pas les montrer là, mais allez voir le Boca Junior FR. Mais bon, la continuité de Fernando Gago est donc forcément remise en jeu. Alors évidemment, il y a toujours des choses qui sont inhérentes à un match de foot et qu'on ne peut pas enlever concrètement. La question des choix tactiques, la défense à 5, le fait d'attendre énormément pour faire entrer par exemple un Sebachos. Il a eu des contraintes, il l'a expliqué en conférence de presse, le fait qu'il n'ait pas Milton Jiménez, le fait qu'il n'ait pas Edinson Cavani. Bref, on va pas entrer tout ce qui est le débat tactique, les choix, les machins. Bon, tu gagnes, il y a moins de discussions que quand tu perds, forcément. Mais c'est pas trop par rapport à cela, parce que ces questionnements-là, bon, ils sont assez classiques. La question, c'est vraiment, est-ce qu'il peut continuer à la tête de River? On rappelle que son prédécesseur avait renoncé à son poste le match d'après. Le match d'après Super Classico perdu, si j'ai bonne mémoire. Vince, tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Mais tout cela arrive dans un contexte pour Fernando Gago, un contexte très particulier, puisque Gago avait déjà subi un premier gros choc qui avait été l'élimination au tour préliminaire de la Libertadores face à l'Alianza Lima, élimination au deuxième tour préliminaire, c'est-à-dire que Boca ne joue absolument pas de compétition internationale cette année. Bon, il y a la Coupe du Monde des clubs, vous allez me dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref. On va saluer Pierre qui arrive au moment où on parle d'entraîneur en Amérique du Sud parce qu'il va pouvoir parler de son entraîneur préféré, à savoir Marcelo Gallardo. Tiens, on parle de Boca. Non, mais voilà, on parle pas de Boca. On va prendre cet exemple-là pour justement, je vais pas entrer dans les considérations pro, anti-Gago, les choix, les machins. Juste profiter de cela pour parler de l'incroyable instabilité du poste d'entraîneur en Amérique du Sud. Et pour parler de tout cela, je vais vous donner quand même pas mal de chiffres parce que vous allez voir que c'est assez parlant et assez intéressant. D'autant que la semaine dernière, avant le Super Classico, alors vous inquiétez pas, hein, ils se sont pas inspirés du fait que le Super Classico allait arriver. Le CIES, alors vous le voyez peut-être, vous arrivez peut-être pas forcément à bien lire, mais c'est juste pour que vous ayez une idée. D'ailleurs, ça serait bien que je le place comme il faut, comme ça vous pourriez, si vous voulez le lire, je vais le placer comme ça vous verrez mieux. Il n'y aura pas le... Voilà, si vous pouvez lire, n'hésitez pas. Le CIES a publié sa lettre hebdomadaire dans laquelle, justement, le CIES, c'est l'observatoire du football, ils ont comparé 65 ligues à travers le monde sur le critère de la permanence des entraîneurs à la tête des équipes de première division. Enfin, pas forcément que de première division, mais de ce championnat-là, du championnat suivi. Voilà le tableau. Ce tableau, je l'ai ordonné sur... un thème, vous le voyez, c'est sur la partie droite, sur la durée moyenne passée par un entraîneur sur le banc de touche. Bon, il est parfois ou assez souvent, choisissez le mot, difficile de voir sur comment ils ont déterminé leurs critères du côté du CIES, notamment parce que, alors, si vous regardez un petit peu du côté des yeux, le 375 jours au Brésil, j'ai un peu de mal à penser que la durée de vie moyenne d'un entraîneur au Brésil soit 375 jours. Soit. Bref, vous allez voir, en plus, je vais en parler dans un instant pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais, indépendamment de cela, ils ont utilisé les mêmes critères pour toutes les ligues.
Et vous allez voir, donc je vais vous donner quelques chiffres. Si vous voyez par exemple qu'en Ligue 1, selon leurs critères, hein, arrêtés au 15 avril, je crois, sur ce tableau, la durée de vie moyenne d'un entraîneur en Ligue 1 française, c'est 359 jours. À titre de comparaison, en Liga espagnole, c'est 834, en Bundesliga, c'est 797, et en Première Ligue, c'est 777. Alors on pourrait déjà parler de difficultés, comment dirais-je, d'instabilité sur les bancs de touche en Ligue 1. Mais alors regardez les chiffres en Amérique du Sud, 125 jours en Équateur, 4 mois. Voilà, 154 en Uruguay, 160 en Colombie, 185 en Argentine. Donc, c'est-à-dire que l'on est à peu près à la moitié de la durée de vie d'un entraîneur en Ligue 1. Le chiffre surprenant, je le disais, c'est le Brésil avec 315. La Saoudi Ligue bien haut pour l'Asie. Quelle surprise, non. Au Brésil, heureusement qu'il y a Abel et Voivoda. Je pense, Vince, que c'est ce qui fausse la durée de vie moyenne. Portugal dans le top 10. On est toujours au top, nous dit Pedro Bizeu. Je vais y revenir, Pierre, sur en Colombie. Bref, justement, je vais continuer un petit peu avec les chiffres parce que vous allez voir, c'est intéressant. La seule chose qu'il faut retenir, premier point à retenir, faible durée de vie d'un entraîneur dès qu'il arrive en poste en Amérique du Sud, voire en Amérique latine, puisque vous voyez que le record, c'est le Costa Rica, avec 116 jours. Voilà. L'équivalent du passe pas l'hiver en Amérique du Sud, c'est passe pas le mois. Hein. Donc, voilà. Là où c'est intéressant, par contre, d'ailleurs, par rapport à l'Amérique du Sud, je parle de précarité et tout, notez que si vous regardez ce classement, la moitié des pays sud-américains, c'est-à-dire donc 5, se classent parmi les 11 pires en termes de continuité, de durée de vie des entraîneurs. La moitié. Voilà. Ce qui est intéressant, par contre, par rapport à la façon dont ils ont mesuré ça, c'est qu'il y a 3 ans, ils avaient déjà publié ce genre d'éléments-là. Merci à MPAO pour le follow. Il y a 3 ans, ils avaient comparé 90 ligues. Et si on focus uniquement sur l'Amérique du Sud, qui vous est affiché ici, on va regarder... alors, ils n'ont pas forcément gardé les mêmes critères. On s'aperçoit que... alors, c'est peut-être pas le bon... est-ce que c'est le bon que je vous ai mis? Si, regardez le nombre de jours. Vous voyez, par exemple, que ce nombre de jours a diminué pour tous, sauf pour le Brésil, qui a triplé. Bon, parce qu'il y a Abel Ferreira et parce qu'il y a Voivoda aussi, je pense. Bref, mais vous voyez qu'ailleurs, ça s'effondre. En 3 ans, l'Équateur est passé d'une durée de vie, entre guillemets, pour un entraîneur de 487 jours à 125, divisé par 3 quasiment. Donc voilà, c'est assez fou. Les chiffres sont forcément faussés pour l'Ukraine. Oui, probablement. Bref, mais notez cela. Vous voyez que c'était précaire en Amérique du Sud et ça l'est encore plus au fil des années. L'Équateur, ça a divisé par 3, hein, donc voilà. On va continuer de creuser un petit peu. Il y a 10 ans, Deport TV avait estimé que la durée de vie d'un entraîneur en première division argentine était de 45 matchs, ce qui correspond peu ou prou à une saison, une année, une temporada, ce qui colle à peu près. Surtout que en 2023, un autre organisme de statistiques qui s'appelle Elmister a mené une étude bien plus large. Eux, ils ont mené une étude sur 169 clubs de première division en Argentine, au Mexique, en Colombie, au Costa Rica, au Honduras, au Brésil, au Chili, en Uruguay, au Paraguay et au Pérou. 169 clubs, et donc ils ont étudié sur 10 ans l'évolution, la durée de vie des entraîneurs, combien d'entraîneurs, plusieurs critères. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse d'aller le lire, sachant que l'article est payant. Voilà, donc je vous le dis. Je vais quand même vous résumer ce qu'il y a dedans. Ce qu'il en ressort de cela, c'est que sur cette période-là, le nombre moyen d'entraîneurs d'une équipe en Amérique latine est de 15,34. Sur 10 ans, un club en Amérique latine a eu environ 15,3 entraîneurs. C'est ça qu'il faut retenir. Ça fait 1,4 par an. En gros, en moyenne, hein, sur l'ensemble de l'Amérique latine et des pays qui ont été donnés là. Sachez que sur les 169 clubs qu'ils avaient à l'époque étudiés, 3 seulement avaient un entraîneur qui était en place depuis 2020, c'est-à-dire depuis 3 ans. Bon, voilà.
Ça fait cher en indemnité. On va en parler de ça, tu vas voir. Tu m'étonnes que les entraîneurs se barrent, ils se font menacer comme leurs joueurs par des mafieux. Eh bien, justement, on va parler de tout cela. On va aborder ensuite la notion du pourquoi de la chose. Ils se sont focalisés, Elmister, un petit peu sur la Liga MX et se sont aperçus, par exemple, qu'entre 2013 et 2022, on avait joué 19 championnats et que les 6 clubs qui avaient le plus faible taux de rotation des entraîneurs avaient décroché 15 des 19 titres. Autrement dit, 79% des champions entre 2013 et 2022 ont gardé leur entraîneur pendant au moins un an. Voilà. Ça, c'est un autre élément qu'il faut que vous ajoutiez pour comprendre aussi les enjeux là-dessus. Et donc, ce qu'ils avaient noté à ce moment-là, quand ils ont fait leur étude, c'est qu'en 2023, dans toute l'Amérique latine, 8 entraîneurs sur 10 initiaient un nouveau cycle au début d'une saison, au début d'un championnat. Je vais continuer avec quelques chiffres parce que c'est vraiment important. La bise à Tigres, exactement. Tigres qui a décroché des titres avec un seul coach. Hein. Enfin, la majorité. Quelques chiffres encore. En 2022, c'est une folie en Argentine. On a eu 90 entraîneurs, en comptant les intérimaires qui se sont succédés sur un banc de touche. Il n'y a que 8 entraîneurs qui ont fait toute la saison. Au Brésil, et c'est pour ça que la moyenne qui est donnée par le CIS, il va falloir la pondérer. Justement, on parlait d'Abel Ferreira il y a un instant. Abel Ferreira est en poste à Palmeiras depuis 4 ans et 5... Allez, bientôt 4 ans et demi, concrètement. Sur cette période, il a dirigé plus de 340 matchs, ce qui est énorme, hein, forcément, et il a décroché 10 titres. Sur cet intervalle de temps, donc sur 4 ans et demi, on ne parle pas du cycle de Gachardo qui a duré 8 ans à River. 4 ans et demi d'Abel Ferreira. Les rivaux de Sao Paulo, Corinthians, Sao Paulo et Santos, ont cumulé 28 changements d'entraîneur. 10 pour le Corinthians, 12 pour Santos, 6 pour Sao Paulo. À titre de comparaison aussi, sur la même période, un autre club qui est à Rio, lui, Vasco, a connu 22 entraîneurs en 4 ans et demi. Voilà. Tout ça pour pondérer la durée de vie des entraîneurs au Brésil. Et alors, vous allez vous poser la question, d'accord, ces chiffres-là, 2021, 2022, 2023, très bien, et cette année? Alors, j'ai regardé un petit peu du côté de cette année. Tiens, je vais remettre une image de Gago parce que c'est bien. Ouais, 22 en 4 ans et demi. Alors, cette année, en Argentine, on a disputé 15 journées. On est en avril, hein, fin avril, allez, début mai. Il y a eu 47 entraîneurs différents parmi les bancs de touche. Parmi les 30 clubs. 47 entraîneurs différents, ça inclut les intérimaires. Quand vous virez un coach, vous avez parfois 1 ou 2 matchs qui sont dirigés par un intérimaire. 47 entraîneurs différents en 15 journées. La moitié des clubs ont changé au moins une fois d'entraîneur durant cet intervalle, en 15 matchs. Dans les autres pays, on a joué 10 journées en Équateur. Il y a déjà eu 4 changements d'entraîneur sur 16 équipes. En Bolivie, on en est à 5 journées. 4 équipes ont déjà changé de coach sur 16. Au Brésil, 6e journée le week-end dernier. Ça a été la dernière journée pour Fabio Carri à Vasco. D'ailleurs, voilà, Vasco. Il est le 5e entraîneur à sauter. Sachez d'ailleurs que Dorival Junior vient d'être officialisé par le Corinthians. Voilà. Ça veut dire que en 6 journées au Brésil, 5 clubs sur 20 ont déjà changé d'entraîneur. Le quart. Tout simplement, en 6 journées. En Colombie, pour Pierre, il y a 20 équipes. On a joué 16 matchs. Pour à peu près tout le monde. Hein. Tout le monde a à peu près joué 16 matchs. Ce n'est pas le cas, mais à peu près. Il y a eu 14 changements d'entraîneur. 8 équipes sont concernées sur les 20. Au Paraguay, il y a 12 équipes. On a joué 16 journées. 7 équipes sur les 12 ont déjà changé de coach. Au Chili, après 9 journées, sur les 16 équipes, il y en a 3 qui ont déjà changé de coach. Et au Pérou, on va finir avec Pérou, Uruguay et Venezuela. Au Pérou, on a déjà 8 des 19 équipes qui ont changé de coach. En Uruguay, 8 sur les 16 ont déjà changé d'entraîneur après les 13 journées que vous avez vues. Et enfin, au Venezuela, 4 sur les 14 ont déjà changé d'entraîneur. Si on fait le bilan de tous ces chiffres avec lesquels je viens de vous assommer, il faut un forfait entraîneur, clairement. Si on fait un bilan avec tous ces chiffres avec lesquels je viens donc de vous assommer, vous voyez Gago est complètement assommé sur son banc de touche. Sur les 179 clubs qui sont en Amérique du Sud, là, cette saison, 66 clubs ont déjà changé de coach, c'est-à-dire plus du tiers. 37% en fait. En 3 mois, allez, 4 mois de compétition, plus d'un club sur 3 a déjà changé de club. Voilà donc pour ce constat. Et voilà donc
ce qu'il faut en retenir, la fin des périodes d'essai, ça va, il y a deux, ça y va à 2 mois de devenir RH d'un club Sudam c'est un boulot garanti. C'est vrai, tu as raison, tu as raison. En fait, les coachs sont clairement tout le temps en intérim. Mais on va y revenir, on va expliquer cela. Et ce qu'il faut donc retenir de tout ce que je viens de raconter là, c'est que vous l'avez compris, être coach en Amérique du Sud, c'est plus que précaire, plus que compliqué, et c'est pire qu'en Europe en fait. C'est vraiment un boulot plus précaire, plus instable qu'en Europe, quel que soit le pays, enfin dans les grands championnats européens. Voilà. Après l'élimination de Boca, je conclus cette partie avec Boca, forcément j'ai démarré avec Boca. Ça fait une éternité que Gago est à Boca en fait. Je pense que pour Vince, ça fait une éternité. Ouais. Pour Pondéré, il y a des situations vraiment différentes en Colombie. Exemple Llaneros où le coach est passé DS, d'autres parce que ça n'a pas marché. Ah oui, mais je vais y arriver sur les raisons. Il y a forcément beaucoup de raisons. Il y a des multitudes de raisons, d'éléments qui font que. Le fait est qu'il y a Infobae, après l'élimination de Boca face à l'Alianza Lima, avait rapporté les propos d'un dirigeant, sans le nommer, qui avait dit « Il n'y a pas de projet dans le football, parfois vous perdez 3 matchs et vous devez partir. » Voilà, je vous laisse là-dessus. Et donc forcément, on peut se demander pourquoi. Alors pourquoi ? Bah, évidemment, le premier critère, il est forcément sportif. Et on va rebondir sur cette notion de projet sportif. Vous le savez, la majorité des championnats latino-américains, à l'exception du Brésil et du Chili d'ailleurs, mais le Brésil c'est vraiment une particularité et vous verrez que ça a d'autres éléments qui vont entrer en jeu sur l'instabilité et la précarité du travail d'entraîneur. La plupart des championnats sud-américains, latino-américains, sont faits de tournois courts. La saison est divisée en 2, c'est-à-dire qu'en gros, on peut considérer aussi que vous jouez votre saison sur 6 mois. Concrètement. Ce qui peut expliquer, je n'ai pas dit que c'était la raison, ça peut expliquer. En tout cas, ça sous-entend qu'il faut une politique de résultats immédiats. On n'est pas là, je reprends la phrase, il n'y a pas de projet dans le football, on n'est pas là pour construire sur plusieurs années parce qu'il faut des résultats immédiats. Pourquoi ? Parce que les accessites continentaux, qui sont la principale ressource économique pour la majorité des clubs latino-américains, ces qualifications-là se font sur des semestres. Je parlais tout à l'heure dans l'Uruguay de Peñarol qui rate son tournoi d'ouverture, son Apertura. Si Peñarol veut se qualifier pour une prochaine compétition continentale, il va falloir faire un super clausura. Donc on va tout jouer sur 6 mois côté Peñarol. Donc vous commencez à noter la pression et vous notez aussi pourquoi à mi-saison on peut se dire ok, l'Apertura s'est foiré, il va falloir foncer sur le clausura. Ça va être le cas par exemple des Rayados au Mexique. Avec De Michelis. Et donc ça, c'est un premier critère d'instabilité, cette nécessité de résultats immédiats. Et donc, quand vous avez des tournois qui durent 15 journées, si vous perdez 2, 3, 4 matchs, vous êtes mort, concrètement. Et ça, c'est un premier critère. L'autre élément, un autre élément, c'est forcément la politique. Alors, un peu abordé de manière indirecte par Pierre, avec des changements avec les changements, on peut changer de poste, on peut aussi avoir des proprios un peu chelous, mais il y a des éléments politiques. C'est la structure de la compète. Oui, c'est la structure de la compète qui redonne un premier élément d'instabilité. Le deuxième, c'est donc les dirigeants. Dans de nombreux pays sud-américains, et je tiens à le rappeler, les présidents, et j'en parlais tout à l'heure pour San Lorenzo, les présidents sont élus. Ils arrivent avec leur entraîneur, ils arrivent avec leur projet. Et donc forcément, déjà, à chaque élection, si le président n'est pas reconduit, l'entraîneur, il va sauter. Et pire, si vous êtes président d'un club et que vous avez l'intention d'être reconduit, il va falloir faire plaisir aux supporters. Et comment on fait plaisir aux supporters ? Tout simplement avec des résultats. Ou alors en nommant ceux que les résultats veulent. Donc, il y a cette pression-là, une pression que l'on va dire politique. Si un président est élu et qu'il veut rester en place, il faut qu'il satisfasse les supporters par des résultats notamment. Et vous comprenez à mesurer, vous commencez, et vous, si vous ne le faisiez pas, vous mesurez aussi l'importance des sociaux, mais aussi l'importance des barras, parce que si l'entraîneur ne plaît pas à la barra, il ne peut pas rester, parce que le président joue sa place, tout simplement. Tout le monde joue sa place, et donc forcément, le fusible, qu'est habituellement l'entraîneur, est encore plus facile à faire sauter. D'ailleurs,
Et on avait évoqué hein, dans un live avec Vince, il me semble, sur la notion, la façon dont on abordait le football en Argentine et on essayait de faire les différences parce qu'on nous avait posé la question par rapport au Brésil. Au Brésil, il est très fréquent de voir les torcidas venir foutre le bazar au centre d'entraînement en cas de 2-3 défaites consécutives. Ça arrive un petit peu dans certains clubs argentins, mais c'est très présent au Brésil. Et dans ces situations-là, l'entraîneur ne peut pas perdurer. En Argentine, on a des folles histoires de Barra qui vient de mettre la pression au centre d'entraînement. On peut parler, par exemple, c'est une très très vieille histoire hein, de Yudica à l'époque d'Argentinos, où il a sorti un flingue pour faire partir les Barras. Hein. On est dans les années 80. Hein. Mais voilà, d'ailleurs, c'était le cas aujourd'hui à Santos. Voilà. Donc il y a cette pression-là qui vient s'ajouter à la présence sportive. Et donc, dans des clubs où le président est élu et donc a besoin de l'appui des Barras pour se faire élire et garder sa place, bah, vous comprenez qu'il va vite faire sauter le fusible qu'est l'entraîneur. IGN77, merci pour cette nouvelle émission. Je vais l'écouter dès demain sur Spotify, toujours super intéressant. Merci beaucoup pour ton message. Et oui, effectivement, je vais la mettre plus tôt sur Spotify parce que j'ai un peu traîné la semaine dernière. Je crois qu'elle est arrivée un peu plus tard dans la semaine. Et là, cette fois-ci, je vais la mettre dans la foulée. Donc, elle devra arriver dans la nuit sur les plateformes de podcast. Premier élément, donc, je disais, sportif. Et sportif lié au format, au fait qu'on joue principalement des tournois courts, on joue des compétitions sur des durées très réduites, même des gros clubs hein, qui jouent par exemple dans les compétitions continentales. On parle de River, on parle de Gallardo, on parlait de Michelis. Tant qu'ils sont qualifiés en Libertadores, leur poste est sauvé parce que c'est la principale manne financière. Et justement, je vais y aller sur l'économie. Donc, le premier, c'est les sportifs et les formats qui font qu'il faut des résultats immédiats. Le deuxième, ce sont des éléments politiques avec les dirigeants qui doivent garder leur place et qui sont soumis à cette pression-là du résultat et de satisfaire les Barras et les supporters. Et le troisième élément, donc, c'est l'économie. Parce que, et quand je parle d'économie, c'est pas l'économie des clubs dans le sens, si vous vous qualifiez pas pour une compétition continentale, c'est des entrées d'argent en moins. Ça vaut pour les gros clubs, mais pour les autres clubs aussi qui ont beaucoup d'entraîneurs qui naviguent. On a des entraîneurs qui se font des tournées de clubs, on a des entraîneurs qui font plusieurs cycles dans un même club et des clubs qui ne sont pas forcément des clubs du haut de tableau, parce que ça fait sauter des entraîneurs à tous les niveaux hein, dans les championnats. L'autre élément économique, c'est justement, ça parlait de période d'essai, ça parlait dans le chat de ça coûte cher en résiliation, et bien justement non, parce que les clubs font signer des contrats courts. Le guide du routard de l'entraîneur, c'est un peu ça. Les clubs font signer des contrats courts aux entraîneurs. Et parfois, les contrats eux-mêmes sont extrêmement précaires. Il y a des pays où les contrats sont signés et ne sont pas forcément respectés, ce qui fait qu'il va y avoir des ruptures de contrat, il va y avoir des conflits. Mais donc, justement, pour éviter de se mettre dans le rouge sur le plan et sur le point de vue économique, la majorité des clubs ne font pas signer des longs bails aux entraîneurs. Généralement, c'est une temporada, c'est une saison. Voilà, généralement, un entraîneur signe pour une saison. Parfois, c'est pour un tournoi seulement, c'est-à-dire un semestre, ce qui explique aussi ce roulement. Et ça a un autre avantage. Pour le coup, ça a un avantage aussi pour les entraîneurs, c'est-à-dire qu'un entraîneur qui réussit dans un club, comme le club ne veut pas se mettre dans le rouge parce qu'économiquement il est limité, si l'entraîneur a de bons résultats, a de bonnes performances et qu'il est dans un petit club, il va vite se faire repérer et peut aller chercher un meilleur contrat ailleurs. Et c'est ce qui arrive aussi. Parfois, on a vu par exemple Zago, qui était l'ancien entraîneur de la Bolivie, qui est entraîné en Bolivie, partir pour entraîner un club de série B brésilienne, par exemple, parce que le salaire est meilleur. Donc ça joue dans les deux sens, et parce qu'il y a donc cette précarité, et que donc on chasse le contrat. Les entraîneurs de ce côté-là, en Amérique du Sud, ne cherchent pas forcément des contrats à long terme, des durées à long terme, parce qu'ils savent que ce n'est pas possible de mettre en place ça. En tout cas, ce n'est pas compatible avec la notion d'aller chercher des résultats ou d'aller chercher des accessites continentaux, et donc forcément court après ce genre de contrat. Il y a donc toujours cette dépendance économique, celle qui fait que les clubs ne peuvent pas conserver les joueurs, celle qui donc leur met une pression, qui fait que les compétitions continentales, si vous n'en jouez pas, vous n'avez pas d'autre entrée d'argent, et donc vous ne pouvez pas offrir de vrais contrats long terme à des entraîneurs, et tout le monde joue là-dessus, et tout le monde est obligé de jouer sur le court terme. Ce qui explique donc pourquoi ce poste-là, particulièrement dans cette région du monde-là, est absolument précaire. Alors évidemment, il y a toujours des exemples avec des présidents complètement fous alliés qui changent de projet du jour au lendemain. Ça existe, mais ça existe dans tous les pays et ça n'explique pas
comment dirais-je, un mécanisme de masse, entre guillemets, comme je viens de l'évoquer avec cette faible durée de vie des entraîneurs. Et si c'est particulièrement court, par exemple, la durée de vie d'un entraîneur au Costa Rica ou en Équateur, comme vous l'avez vu sur le premier tableau, que je peux vous réafficher si vous le voulez, comme ça vous aurez le temps de le voir et ça fera la conclusion de ce passage-là, c'est aussi parce que c'est les pays qui font partie des pays qui ont le moins de ressources financières. Vous remarquerez que sur ce tableau, il manque la Bolivie. Je pense que j'ai pas eu le temps de le faire moi-même et je ne sais pas comment ils ont mesuré cela, mais la Bolivie, ça doit être assez terrible aussi. Et les Européens qui, pendant l'été, détruisent la saison au Sudam, ça compte complètement. Mais j'en parle hein, sur la notion de ne pas conserver les joueurs, le fait que on est d'accord. Et ça peut tout changer dans un club aussi, c'est-à-dire qu'un entraîneur qui a réussi avec une équipe va perdre la moitié de ses joueurs et ne pourra pas réussir sur la deuxième partie. Et ça a aussi l'effet pervers du l'entraîneur se projette pas et vise le court terme. C'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup d'entraîneurs qui sont entre guillemets les pompiers de service. Vous savez, en Ligue 1, on en a toujours que l'on va chercher quand on veut se sauver ou des choses comme ça. Le pompier, le gars qui est bâti pour ça, il y en a beaucoup de profils comme ça à ces endroits-là. La bise à Vélez, typiquement Vélez, Quinteros est parti tout de suite au Brésil une fois qu'il a réussi à faire 2-3. Enfin, il a fait une très belle saison avec Vélez. Il a réussi avec un club qui n'a pas les moyens de le retenir. Il est parti monnayer son argent au Brésil et il a été viré. Du coup, il démissionne aussi plus facilement qu'ailleurs s'ils sont mécontents, en sachant qu'ils trouveront hyper facilement ailleurs. Alors, est-ce qu'ils trouveront hyper facilement? Oui, généralement. Est-ce qu'ils démissionnent plus facilement? Pas forcément, c'est difficile à dire. C'est pas forcément. C'est difficile à dire. C'est rarement généralement, ils démissionnent pour suite de mauvais résultats. Et justement, la notion de démission, c'est aussi je crois que c'était Castencois qui en avait parlé dans le chat, c'est pour qu'il n'y ait pas d'indemnité. Je rappelle que quand un entraîneur démissionne, il n'y a pas d'indemnité de licenciement. Et c'est aussi des accords qui passent entre guillemets plus ou moins avec les clubs pour que le club n'ait pas à payer d'indemnité. C'est pas tout le temps le cas, mais généralement c'est assez fréquent en Amérique du Sud. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il y a tout cela, et tout cela fait que effectivement, entraîner en Amérique du Sud, c'est vraiment, quand tu es entraîneur, si tu es jeune entraîneur, que tu m'écoutes, que tu te dis j'ai envie de vivre un kiff et d'aller entraîner en Amérique du Sud, c'est un pari très risqué, les garçons. Déjà sur la précarité du contrat que tu peux signer et sur la précarité de ton poste. On sait qu'un poste d'entraîneur c'est précaire, mais là, outre le fait c'est beau cette phrase, qu'il va être quasiment impossible de mettre en place un projet à long terme. Tous les entraîneurs que vous voyez arriver en Dame Sud et qui disent on va mettre un projet machin, les projets Gachardo, il n'y en a pas. Hein. C'est une rareté. Voilà, même Abel Ferreira, quand il signe, personne pensait que 4 ans plus tard, il serait encore là à Palmeiras. Donc, c'est pas possible. Sache que surtout, si tu veux aller entraîner en Amérique du Sud, eh bien, t'as aucune garantie, même à court terme. Et donc, ça permet aussi de mesurer à quel point ce métier est devenu extrêmement précaire dans cette région du monde. Ça permet aussi de saluer le courage de ceux qui, quand même, continuent de l'exercer dans ce contexte-là, parce que les situations sont pas forcément hyper faciles. Il y a des entraîneurs aussi, je me rappelle j'ai mangé son prénom, c'est Salas, son prénom, Mario Salas, quand il avait été à San José de Oruro, avant que le club disparaisse. Extraordinaire histoire qui avait été racontée dans un Lucarne Opposé magazine parce que son adjoint avait été interviewé par Gabriel à l'époque. C'est exceptionnel et il a vécu des choses incroyables, pas forcément des choses hyper plaisantes en termes de support d'entraîneur et tout. Lui, il avait eu des résultats, mais il a fini par partir parce que la situation était invivable sur le plan économique. Donc voilà, donc il y a quand même aussi cette notion de courage pour pas mal d'entraîneurs d'aller entraîner dans ce contexte-là, mais ça permet aussi peut-être d'expliquer pourquoi sur la durée, et c'est difficile de trouver un club ou des clubs en Amérique du Sud qui vont s'installer sur la durée. C'est toujours très compliqué. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, un cas comme Palmeiras est une exception récente, ou comme le River de Gachardo entre 2014 et 2020 et 2022 est une véritable exception.